Merci la reine et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Hugo pour l'organisation. Donc, mon nom c'est Jonathan Brosseau, je suis doctorant ici à McGill et comme je l'ai mentionné en co-tutelle avec Paris 1, mes recherches en général portent sur la résolution des différends transnationaux, c'est-à-dire des litiges qui peuvent opposer par exemple dans certaines occasions des États aux individus ou parfois deux États ou parfois dans les cours et tribunaux internationaux, ou parfois des individus contre des États dans des cours nationales. Et en ce sens-là, donc par exemple, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise à l'Université Cambridge sur l'application du droit domestique dans l'arbitrage international d'investissement. Et ma thèse de doctorat fait exactement l'inverse, c'est-à-dire elle examine l'application du droit international dans les cours nationales. Et donc, mes recherches doctorales portent sur, comme vous avez pu le voir dans le document qui a été circulé, sur les règles de procédure civile qui mettent en œuvre l'immunité d'État. Et puis, je doute que la plupart d'entre vous soient passionnés des règles de procédure civile comme je le suis. J'ai décidé de discuter d'une question qui intéresse, il semble-t-il, que plus je poursuis une carrière dans le milieu universitaire, plus je réalise que c'est le rêve de tous les professeurs d'écrire un bouquin sur cette question. Qu'est-ce que le droit? Et dans mon cas, qu'est-ce que le droit international? Et donc, brièvement, pour donner un peu de contexte, qu'est-ce que l'immunité d'État? Et quelle est la question que je vais vous poser aujourd'hui? Donc, la doctrine de l'immunité des États étrangers protège ces États des poursuites civiles engagées par leurs créanciers dans les tribunaux des autres États en vertu à la fois du droit international coutumier et du droit national de presque toutes les juridictions. La question que je vais vous poser, elle est très simple. Et c'est une question assez simple et assez préliminaire, mais aussi fondamentale à laquelle je réfléchis au travers de ma thèse, c'est comment améliorer les analyses scientifiques, les interprétations judiciaires et les réformes législatives relatives aux règles de l'immunité d'État. Et bien entendu, je fais une série de propositions dans la thèse à ce sujet-là, mais le point assez préliminaire que je veux faire, c'est que l'approche du droit transnational est plus... l'approche du droit transnational est plus nuancée et plus complète que les approches du droit international public ou du droit international privé sur la question de l'immunité des États. Et par le droit transnational, ce que j'entends, c'est la définition du terme qui a été formulé pour la première fois par le professeur Philippe Jessup dans les années 1950, soit « All laws which regulate actions or events that transcend national frontiers, both public and private international law are included, as are the other rules which do not wholly fit into such standard categories. » Donc, mon argument principal est que le droit transnational tient compte non seulement du fait que certaines questions d'immunité d'État sont régies par le droit international public et certaines autres sont régies par le droit international privé, mais il prend également en compte de l'hybridation de certains acteurs, comme les entreprises d'État ou émanations d'État, et l'hybridation de certaines règles applicables, comme les règles sur la levée du voile souverain des émanations d'État, qui sont toutes deux cruciales au sein des litiges relatifs à l'immunité d'État, et j'expliquerai ces points au courant de ma présentation. Donc, bien entendu, chercheurs en droit international privé, en droit international public, vous êtes sauf. Je ne critique pas ces approches dans leurs ensembles, mais bien telles qu'appliquées à la question spécifique de l'immunité d'État. Donc, méthodologiquement, on peut dire que je m'engage dans une certaine entreprise de droit comparé, mais peut-être un droit comparé qui est différent, parce que je ne compare pas nécessairement différentes approches de juridiction à une même doctrine ou à une même question, mais celle des disciplines au sein du droit lui-même, et qu'en ce sens-là, je m'engage dans une méta-analyse un peu du même type que celle que professeur McDonald avait étiquetée comme le droit comparé du droit comparé. Bien sûr, je fais des généralisations sur chacune des approches. Il y a une littérature qui est vaste sur chacun des sujets et je ne pourrais pas donner toutes les nuances, mais le but, c'est de sortir les grandes lignes de chacune d'entre elles que je prendrai à tour de rôle, en commençant par l'approche du droit international public, qui, elle, représente presque l'entièreté de la littérature sur l'immunité des États. En résumé, cette approche considère que l'immunité d'État est un droit en vertu du droit international coutumier qui vise à protéger la souveraineté des États défendeurs.
Et cela a du sens parce que le droit international public se concentre sur la régulation des relations inter-États. Ses principes directeurs, entre autres choses, sont la souveraineté, l'égalité d'États. Les acteurs qu'il prend en compte le plus sont les États. Et les sources du droit sont en grande partie les traités, mais aussi dans le cas de l'immunité, surtout le droit international coutumier. C'est en ce sens-là que sa méthodologie est assez axée sur la pratique, l'identification du droit international coutumier dans la pratique des États et dans l'opinion du juriste à travers une analyse comparative de différentes juridictions. Bref survol, passant à la deuxième approche, qui est celle du droit international privé, qui est différente et c'est ça aussi d'un point de vue historique, c'est intéressant de noter comment elle a perdu de son ampleur au fil du dernier siècle, au point où une récente bibliographie assez exhaustive sur la question de l'immunité, d'une vingtaine de pages, notait seulement que la question était aussi traitée dans les traités de droit international privé. En résumé, cette approche-là voit l'immunité d'État comme une question de droit national qui limite qui est une obligation du forum, de l'État de fort, où les procédures sont engagées, et qui est aussi une exception à sa territorial jurisdiction. Donc, encore une fois, ça a du sens parce que les objectifs du droit international privé, c'est de traiter des résolutions de litiges ayant un élément d'extranéité, et donc ces principes directeurs portent sur des questions de compétences, de lois applicables, et de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers. Son emphase est sur les parties privées, ses sources de droit, les législations nationales, dans le cas de l'immunité, telle que la loi canadienne sur l'immunité des États étrangers. Et donc, elle compose avec une méthodologie souvent qui est axée sur le conflit de loi, qui exige à un tribunal ou à une cour d'analyser comment les tribunaux étrangers, ayant une compétence possiblement concurrente sur une question juridique spécifique, l'aborderaient eux aussi. Et c'est ce qui m'amène à l'approche du droit transnational. Donc l'approche du droit transnational, je l'ai mentionné, elle est plus contemporaine. Le professeur Jessup, qui était lui-même un professeur de droit international public, a inventé ce terme dans les années 50 pour décrire une nouvelle réalité que j'ai définie. Mais l'approche vraiment du droit transnational par rapport à l'immunité a commencé à être adoptée par des auteurs américains, surtout à partir des années 90. Et ils voient l'immunité, typiquement, sous un angle qui est différent, soit comme une doctrine, en vertu d'un mélange de droit national, international et d'autres droits, qui a un impact sur les droits et obligations de plusieurs acteurs transnationaux. Et donc, ça a du sens, encore une fois, parce qu'elle se concentre, le droit transnational se concentre sur le droit qui transcende les frontières, par exemple le droit de l'environnement transnational ou le droit du contentieux civil transnational, dont fait partie, entre autres, l'immunité d'État. Et ces principes directeurs sont ancrés dans la gouvernance juridique à multiniveau. Ces sources de droit remettent en question les divisions traditionnelles entre le droit national, le droit international, le droit contractuel et la soft law, ainsi qu'entre le droit public et le droit privé. Sa méthodologie, dans un sens, est comparative, car elle compare les solutions de différentes juridictions portant sur des problèmes juridiques transnationaux, d'où la question, est-ce vraiment du droit ou une série de problèmes? C'est pour ça que plusieurs auteurs américains, jusqu'à aujourd'hui, des années 50 aujourd'hui, qualifient souvent, nomment souvent leurs ouvrages Transnational Legal Problem plutôt que Transnational Law. Mais elle est aussi plus réaliste parce qu'elle juxtapose pas que des règles, mais aussi des systèmes, des institutions, des normes pour comprendre comment elles s'appliquent au-delà des frontières, tout en puisant dans des perspectives qui sont interdisciplinaires. Donc j'en arrive, ça reste cela tout à fait théorique, et je vais vous donner un exemple pour expliquer pourquoi, selon moi, l'approche du droit transnational, elle est plus nuancée, elle est plus complète et elle arrive à des solutions, même en droit positif, qui sont plus justifiables sur différents principes. Et donc, c'est de dire que cette approche théorique n'est pas seulement plus juste et plus... mais qu'elle est aussi plus nuancée. Donc, je pourrais reprendre chacun des points en disant que pour les acteurs, le droit international public néglige le rôle des acteurs privés ou que le droit international public néglige le rôle que le droit international privé néglige le rôle des États, mais c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais parler mon point principal, c'est que effectivement, parfois, certaines règles de droit international public s'appliquent et que d'autres moments, certaines règles de droit international privé s'appliquent.
Mais plus important que ça, c'est que sur certaines questions d'immunité d'État, ces deux corpus de droit s'appliquent soit simultanément ou soit de manière concomitante avec d'autres. Voici mon exemple. Une question assez fondamentale, et je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est la question de savoir comment et dans quelles circonstances les cours devraient lever le voile souverain d'une émanation d'État pour les obliger aux dettes de l'État. J'explique. Il y a la question en droit national qui est souvent la question de la levée du voile corporatif. On dit les actionnaires commettent une fraude en utilisant la personnalité juridique distincte de cette corporation pour atteindre des buts qui ne sont pas permis par la loi. Voici des circonstances, par exemple en droit québécois, pour lever le voile corporatif dans des circonstances très précises. La question dans le contexte de l'immunité d'État, elle est assez différente, mais elle y partage certains points. Et la question, c'est de savoir quand un créancier d'un État, donc qui a une dette contre cet État, peut assouvir ses dettes, non pas sur les biens de l'État, mais sur les biens de ses entreprises. Des entreprises, par exemple, que cet État-là possède à 100% dans différentes juridictions. Et vous serez pas surpris de savoir que cette question-là, qui est très spécifique et très complexe, mais aussi que du point de vue sociologique du droit transnational, qui est établi comme une des stratégies, sociologiquement, une des stratégies les plus communément utilisées par les créanciers des États pour récupérer leurs dettes aux États, elle n'est pas adressée par le droit international, elle n'est pas adressée par le droit national. Et donc, quel droit devrait-on utiliser pour répondre à cette question? Et la Cour suprême des États-Unis a déterminé dans les années 80 que, et c'est quand même assez impressionnant, que cette question-là, qui est la règle pour de la soulever du voile souverain, devrait être déterminée par des principes d'équité communs au droit international et au droit fédéral américain. Dans ce cas-là, il y aurait aussi eu une possibilité d'utiliser le droit corporatif de la société d'État, qui était le droit du Delaware, d'un point de vue du droit positif. Et c'est pas ce que la Cour suprême des États-Unis a dit. Elle dit les principes communs du droit international et du droit fédéral américain. Et je pourrais expliquer de plusieurs manières pourquoi ce raisonnement est justifié, mais tout ce que je pourrais, en résumant brièvement, c'est dire que l'État est sujet au droit international coutumier, à la fois sur l'immunité, mais aussi sur la responsabilité d'État. L'État, au travers de sa corporation, pourrait être responsable, sous les principes de responsabilité d'État en droit international public, de certaines des actions de cet État. Est-ce que cette compagnie-là ne devrait pas aussi être responsable pour ses dettes? Et ça, c'est la question sous le droit international. Mais c'est que cette corporation-là, cette state-owned enterprise ou cette émanation d'État est sujette de manière pas distincte, mais un peu concomitante ou simultanée plutôt, à la fois au droit international et à la fois au droit corporatif. Et donc, selon moi, c'était la bonne approche qui a été reprise par plusieurs cours suprêmes à travers le monde et qui a des conséquences concrètes. Parce que je donne cet exemple, je pourrais donner un contre-exemple de cette approche qui est celle de la Cour d'appel du Québec l'année dernière, qui a refusé de lever le voile d'une entreprise, l'entreprise Air India dans les cours québécoises, sous la base que, semble-t-il, selon la Cour, le législateur québécois, en révisant le code de procédure, le Code du Québec dans les années 90, avait en tête cette question de la levée du voile souverain en mettant en cette disposition par rapport à la levée du voile corporatif. Selon moi, ce n'est pas le bon résultat. Selon moi, cette disposition-là ne traitait pas de cette question qui est vraiment spécifique. Et je peux donner un exemple aussi intéressant et qui est mon point de conclusion, à savoir pourquoi est-ce que ça a des conséquences qui sont quand même importantes. C'est que ça permet, dans ce cas-là, d'appliquer le droit provincial à une question qui a affaire aux relations internationales de l'État, du Canada, avec d'autres États, et donc qui aurait comme résultat de contourner la loi canadienne sur l'immunité des États et d'avoir une solution différente dans chacune des provinces canadiennes à la
questions questions très sensibles de relations diplomatiques avec des États souverains, dont l'Inde, dont les tensions sont assez importantes pour le moment. Donc, je pourrais expliquer encore davantage un peu le raisonnement dans BANSEC, l'affaire américaine, mais je voulais illustrer un peu ce propos qui pouvait sembler très théorique des trois approches, mais en donnant un exemple de la Cour québécoise qui, selon moi, a adopté l'approche plus traditionnelle du droit international privé. La Cour internationale de justice qui va bientôt entendre contre le Canada une affaire relative à l'Iran par rapport à l'immunité d'État. Je ne peux pas préjuger de l'opinion distinguée de la Cour. J'ai l'impression, et selon les jugements précédents, on pourrait s'imaginer qu'elle adopte une approche du droit international public. Et ma suggestion, que j'ai faite aujourd'hui, c'est que l'approche du droit international, du droit transnational est plus nuancée, plus complète et plus utile pour arriver à la fois en droit positif à des solutions qui sont plus complètes, mais aussi dans un cadre théorique qui respecte les différents principes de loi applicables. Je vous remercie.